Bonjour. On est à ce moment où Zelensky se dit prêt à s'asseoir à la table de négociation dès que possible afin de se rapprocher d'une paix durable et propose une trêve maritime et aérienne à la Russie. Donc, il s'avance vers la fin de la guerre. Ce n'est pas une reddition sans condition, mais ça y ressemble. Après une humiliation subie à Washington. Bon, on a Emmanuel Macron qui parle ce soir. Mais de toute façon, ça ne va rien changer. Quand Emmanuel Macron voyage aux États-Unis, ça ne change rien. Et malheureusement, quand les Européens se réunissent à Londres, ça ne change rien non plus. Ce n'est pas ça qui fait bouger d'un iota jusqu'à aujourd'hui cette crise, pourtant sur notre continent. Alors, dire l'évidence, toujours, la Russie est l'agresseur, avec à sa tête un dictateur. Et le souhaitable serait que l'Ukraine revienne dans son territoire reconnu par le droit international, qui est celui de 2014, avec y compris le Donbass et la Crimée. C'est le souhaitable. Maintenant, et on va en discuter, il y a le souhaitable et le réalisable. Dire une autre évidence, c'est qu'on a, outre-Atlantique, un président Trump cynique, brutal, qui abandonne son allié ou son appui en plein milieu d'une bataille et d'une guerre et quasiment du jour au lendemain avec la gesticulation en mode reality show, voire des décisions prises par tweet. Grande question, comment avons-nous, et je dis nous Européens, comment avons-nous transformé de l'or en boue? Comment avons-nous transformé le succès relatif, mais le succès quand même, de l'armée ukrainienne, la réussite héroïque du peuple ukrainien sur le plan militaire, comment nous avons transformé ça en une quasi-défaite complète sur le plan diplomatique. Parce que la réalité, c'est que Vladimir Poutine a subi un échec et peut-être même un triple échec. Son premier échec, c'est qu'on pensait, lui il pensait, et à vrai dire, toute la communauté internationale pensait qu'en une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il serait à Kiev, que l'Ukraine serait rapidement sous le joug de l'armée russe. 3 ans se sont écoulés et il n'a conquis que 10% du territoire au bout de 3 ans. C'est dire la résistance inattendue, surprenante, encore une fois héroïque des Ukrainiens. Premier échec. Deuxième échec, il pensait que ces soldats seraient accueillis sous les hurrahs. C'est tout le contraire. Il a quelque part construit une nation contre lui. Troisième échec, il pensait par la brutalité, par l'agression, que les peuples de l'Est le rejoindraient, l'embrasseraient, reviendraient vers le grand frère russe. Eh bien, à l'inverse, c'est la Suède et la Finlande qui sont rentrés dans l'OTAN. Donc, dès le premier mois du conflit, Poutine subit un triple échec. Et pourtant, ça se transforme aujourd'hui en une victoire pour lui diplomatique. Comment nous avons fait ça? Et je dis comment nous avons fait ça avec notre responsabilité, à nous, Européens. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant toutes ces années, alors qu'il y avait plutôt, je le redis, des relatifs succès militaires, en tout cas une résistance, quand est-ce que nous avons ouvert des négociations? À aucun moment. Durant toutes ces années, quel but de guerre nous avons fixé? À aucun moment, nous n'avons énoncé un but de guerre. Du coup, dans les premiers temps, le but de guerre subconscient, ou parfois affiché, c'est on va reconquérir, comme le souhaitent les Ukrainiens, le Donbass et la Crimée. Ce qui est souhaitable, ce qui est conforme au droit international, mais qui paraît complètement illusoire compte tenu du rapport de force sur place, de l'enlisement de cette guerre d'attrition très lente, de tranchées. Bon. Ensuite, on a bien vu que ça ne marcherait pas, qu'on ne reconquérirait pas le Donbass et la Crimée, même si on n'osait pas le dire. On s'est mis à dire qu'il faudrait que l'Ukraine soit en position de force. Mais que signifie position de force? Est-ce que ça signifiait de ravancer la ligne de front de 10, 20, 30 km, de percer le front russe? Est-ce que ça signifiait de le stabiliser? Enfin, est-ce que ça signifiait de revenir sur les frontières de 2022? C'était pas dit. Et en fait, pendant tout ce temps-là, ce temps où on disait qu'il fallait que l'Ukraine soit en position de force, on s'est interdit d'ouvrir la voie diplomatique.
on s'est interdit de mener des discussions, de tenter des négociations. Et même pendant ce temps-là, ce sont d'autres, le Brésil, la Chine, l'Arabie Saoudite, la Turquie, qui s'en sont chargés à notre place. Mais jusqu'à l'absurdité, on a Donald Trump élu qui a dit, qui a promis qu'il réglerait l'affaire ukrainienne même en 48 heures, se vantait-il. On le sait. Et pendant tout ce temps, entre son élection et son investiture, où on a encore Joe Biden comme président des États-Unis, nous ne tentons rien, nous n'essayons rien pour faire entrer l'Ukraine à la table des négociations avec un appui des Européens et l'appui des Américains. Du coup, comme on se refuse à négocier, eh ben, ce sont d'autres qui l'ont fait, avec cynisme, avec brutalité. C'est Donald Trump qui ouvre ces négociations avec les Russes en Arabie Saoudite, avec nous qui avons mis notre diplomatie à l'écart et qui se retrouvons avec une diplomatie mise à l'écart, c'est-à-dire on est au banc sur notre continent, et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on lutte pour retrouver un strapontin dans des négociations que nous avons refusées pendant 3 années. Et ça se déroule finalement, jusqu'à aujourd'hui, sans les Européens, sans les Ukrainiens. Ma conviction, c'est que l'illusion nourrit les faux-semblants, l'impuissance, l'absence de volonté de dire la vérité et de se confronter à la réalité a placé évidemment l'Europe hors jeu, mais surtout l'Ukraine dans la pire des positions. Parce qu'à la place de négocier quand elle avait des cartes en main, voilà qu'elle négocie sans rien dans son jeu et dans la seule main de Donald Trump. Ces illusions, ces faux-semblants, ce refus d'affronter la réalité et de dire au moins une part de la vérité a conduit l'Europe à être hors jeu, mais bien pire, Zelensky, ce chef de guerre héroïque, a négocié dans les pires des conditions. Il avait des atouts dans son jeu, ses succès sur le terrain, l'appui pendant longtemps des Européens et des Américains, et voilà qu'il est obligé d'aller discuter avec Vladimir Poutine, avec le seul soutien, et on mesure ce que signifie soutien dans ce cas, c'est comme une corde soutient le pendu, de Donald Trump. Et le pire, c'est comme si une illusion ne suffisait pas. Depuis 10 jours, l'Europe nourrit une deuxième illusion. On fait comme si on fait semblant que nous allons poursuivre la guerre, même sans l'aide des Américains. Comme si l'autonomie militaire, comme si l'indépendance stratégique s'acquérait en claquant des doigts en 15 jours. Comme si on n'aurait plus besoin de leurs canons, de leurs munitions avec facilité. Et même le débat qui s'est déroulé il y a maintenant 2 jours à l'Assemblée nationale, il est complètement caduc. Il est dépassé. La question pour l'Ukraine n'est plus celle de l'intégrité de son territoire. Zelensky sait très bien qu'il aura des concessions à faire sur des régions qui appartiennent à l'Ukraine et qui lui appartiennent dans le droit international. Mais la question maintenant, c'est sa souveraineté. C'est quelles sont les garanties de paix. Mon souhait, et aussi exprimé par d'autres, c'est que se déploie en Ukraine une force de l'ONU d'observation qui compte dans ses rangs, non pas des militaires français, non pas des militaires allemands, non pas des militaires anglais. Pourquoi? Parce que nous avons été partie prenante, même si indirectement, mais nous avons été partie prenante du conflit. Et on ne peut pas se retrouver pris en otage à nouveau dans ce conflit-là pour la suite. En revanche, je pense que ça devrait être centralement des soldats brésiliens, des soldats chinois, des soldats indiens qui viennent sur notre continent. Alors ça peut être vécu comme une humiliation par les Européens, mais je pense que c'est la meilleure garantie qu'il y aurait pour l'Ukraine, parce qu'on voit mal Vladimir Poutine jeter des bombes, faire avancer ses chars, alors que ce sont des pays amis, des soldats de pays amis, qui se trouvent sur le territoire ukrainien. Voilà les garanties de paix pour l'Ukraine. Maintenant, la sécurité de l'Europe. Disons que ça peut être une chance. Ça l'est. C'est la chance de sortir de la vassalité, c'est la chance de sortir de la dépendance, c'est la chance de sortir de l'obéissance à l'égard du grand frère américain, protecteur, influent avec son ingérence. Enfin, qu'on se souvienne simplement du moment où ils ont déployé les grandes oreilles de la NSA
pour écouter Angela Merkel comme François Hollande, comme à peu près tous les dirigeants européens, comme à peu près tous les ministres de l'économie, et que derrière, il n'y a eu quasiment aucune réaction, il n'y a pas eu de rétorsion, il n'y a pas eu de sanctions prises. C'est dire notre vassalité. C'est le moment, possiblement, d'en sortir. Maintenant, on ne peut pas en sortir de manière brouillon, comme on le fait depuis 10 jours, avec une Ursula von der Leyen qui, dans la panique, annonce qu'il y aura 500 milliards, puis 700 milliards, puis 800 milliards, sans qu'on connaisse le moindre plan, avec des dirigeants dont il faudrait déjà faire le bilan. Quel doit être le cadre ? Est-ce que le cadre, c'est l'Union européenne, dont ce n'est pas la mission, et surtout avec des pays qui n'y appartiennent pas et qui voudraient possiblement s'interprotéger, premièrement. Est-ce que le cadre, c'est l'OTAN sans les Américains, ou bien est-ce que c'est un autre cadre à réinventer ? La question, elle doit être posée. Est-ce qu'il s'agit d'une armée européenne ? Non. Mais en revanche, comment on opère de la solidarité entre les armées nationales, de ce que les militaires appellent de l'interopérabilité entre les airs, la mer, la terre, comment on fait fonctionner ça, ça mérite des discussions et non pas, comme ça se pratique aujourd'hui, de l'improvisation dans la panique. Et une panique, à mon sens, exagérée. Pourquoi ? Répétons-le, l'armée russe vient de subir un échec. Elle a été bloquée par l'armée ukrainienne. Elle a été arrêtée. Si jamais en une semaine, on avait eu une invasion complète du territoire ukrainien, oui, on aurait pu être angoissé. Mais là, au bout de 3 ans, répétons-le, ils n'en ont conquis que 10%. Donc, l'arrivée des chars russes à Paris ou à Berlin paraît quand même hautement improbable. Maintenant, la solidarité nous impose de nous demander comment on protège les pays baltes, comment on protège la Pologne, comment on est là en appui avec de la cybersécurité, avec un contrôle de l'espace, avec un contrôle des airs pour venir soutenir en cas de conflit ceux qui sont en première ligne face à la Russie. Mais redisons-le, c'est une chance. C'est une chance parce que, bon, nous, Français, on n'est qu'à moitié surpris par ce qui se passe en vérité. On est mentalement prêt à ça. Quand, depuis le général de Gaulle, en passant par François Mitterrand et jusqu'au Chirac des premiers temps, on a parlé d'indépendance militaire, on parle d'autonomie stratégique de défense. Nous sommes prêts, nous sommes mentalement prêts à se plonger dans ce nouveau monde. Mais pour d'autres, c'est un basculement. On entend Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui, pour la première fois, se dit que le parapluie de l'OTAN a trop de trous, ne tient plus, qu'il faut inventer autre chose. Bon, c'est un basculement aussi, évidemment, pour les pays baltes ou polonais. Dire qu'il y a un certain nombre de pays, quand même, qui vont sortir de l'OTAN, vont sortir de cette dépendance à contre-cœur et qui peut-être ne sont pas mûrs aujourd'hui pour participer pleinement d'une défense européenne par les Européens. La puissance, ça ne peut pas être que la puissance militaire. La grande question pour l'Europe, c'est celle de sa puissance économique. Et on ne peut pas avoir une industrie de défense sans avoir une industrie tout court. Or, depuis 40 ans maintenant, on se fait bouffer, et la France en particulier, par l'Ouest sur le capital. Alors, c'est la branche énergie de Alstom vendue à General Electric, c'est connu. C'est Exelia, qui est un fabricant de composants électroniques et utilisé dans le matériel de défense. C'est Lateco, qui est un fleuron de l'aviation militaire, tout ça racheté par les États-Unis, tout comme on s'en souvient le Doliprane et tous les médicaments grand public de Sanofi. Bon, et en fait, c'est 1500 entreprises ces 10 dernières années. 1500 entreprises qui ont été rachetées par le capital américain, par des fonds de pension, par des fonds d'investissement. Mais même, c'est Emmanuel Macron qui fait la danse du ventre tous les ans dans du Choose France pour attirer les investissements étrangers. J'ai jamais compris. Est-ce qu'on a pour objectif que un tiers, 40%, 50% de notre industrie appartiennent à du capital étranger, alors qu'il y a dans notre pays, sur l'assurance vie et plein d'autres choses, une économie du capital national mobilisable. Bon, donc on s'est fait bouffer par l'Ouest, et y compris sur des industries clés pour la défense. Mais on s'est fait bouffer par l'Est sur le travail. Évidemment, c'est les pneumatiques,
c'est l'ameublement, c'est le textile, c'est tout ce qui fait que pendant la crise Covid, on s'est retrouvé complètement à poil. Et c'est marrant qu'on parle de ça en évoquant l'industrie de la défense, parce que comment l'industrie de la défense s'est maintenue? L'industrie de la défense s'est maintenue en refusant les règles et les normes de Bruxelles et de l'Organisation mondiale du commerce. Elle s'est maintenue par de la commande publique, du Buy French Act, les armées qui achètent du matériel français, et quand même, il serait temps qu'on ait un Buy European Act avec la garantie que les milliards de Ursula von der Leyen iront bien à acheter du matériel européen et non du matériel américain. Ça a été l'industrie de défense s'est maintenue par la protection du capital, même si Bruno Le Maire a donné un certain nombre de feux verts, je l'ai dit sur la TECOR, sur Exelia, sur des entreprises, mais normalement on a protégé le capital. Et enfin, aussi par la planification. C'est l'État, c'est la Direction générale de l'armement qui décidait qu'est-ce qu'il fallait produire, en quelle quantité. Bon. Et c'est de s'exempter de ces règles, de ces normes de l'OMC et de Bruxelles qui a permis de préserver l'industrie de défense. Eh bien, si demain, dès aujourd'hui, dès maintenant, dans l'urgence, on veut protéger notre électronique, notre chimie, notre métallurgie, notre sidérurgie, parce qu'on a besoin de ça pour l'industrie de défense, mais simplement pour maintenir notre puissance, ça doit passer par sortir de la concurrence libre non faussée et du règne à tout va du marché. Hier, je disais ça à Marc Ferracci, qui est le ministre de l'Industrie, et tout ce qu'il a eu à me répondre, c'est que oui, on avait fait preuve de naïveté. Il n'a pas dit « vous avez tort », il a dit « on a fait preuve de naïveté ». Donc 40 ans de naïveté, de légèreté. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on est complètement déshabillé de notre industrie, qu'on a mis des millions d'ouvriers au chômage pendant ces années. Et il énonce ça comme bon, bah voilà, on s'est un petit peu trompé. D'abord, non, il y a eu des intérêts, il y a eu des gens qui se sont enrichis là-dessus, bon, les actionnaires, les amis de M. Ferracci, bon. Et ensuite, des dirigeants qui ont un tel bilan et qui ont en vérité ruiné notre économie, eh ben, il faut changer de dirigeant et d'urgence. Mais des dirigeants qui ont mené l'Europe et l'Ukraine dans cette impasse diplomatique, eh bien, malgré leurs beaux costumes, leurs cravates, leurs jolis mots, eh bien, ils ont fait preuve, pendant ces 3 années-là, d'incompétence crasse pour ne pas permettre à l'Ukraine d'être en position de force dans les négociations. Évidemment, avec un prix spécial à Emmanuel Macron, qui est une espèce de toupie, qui d'abord appelle Vladimir Poutine, mais dans l'espoir, comme s'il allait le séduire au téléphone et le faire changer d'avis et qu'il ramène ses troupes à Moscou, sans construire un cadre, sans aller discuter avec les Allemands, les Anglais, les Belges, les Espagnols, pour dire voilà ce qu'on va essayer de faire. Bon, échec. Et voilà qu'il bascule complètement en sens inverse et qui devient au contraire le héros de l'Ukraine en disant qu'on va envoyer des troupes au sol. Bon, ce qui, fort heureusement, ne s'est pas fait. Mais alors, maintenant, c'est en accéléré, quoi. Ça y est, il est parti pour rendre visite à Trump à Washington en promettant qu'il allait lui dire et le convaincre que c'est pas lui, Trump, il n'est pas comme ça, qu'il ne doit pas être faible face à Poutine. Bon, ça n'a rien changé. Trump, il raconte ça depuis des mois qu'il va lâcher l'Ukraine. Donc, ce n'est pas les belles paroles d'Emmanuel Macron qui vont le faire varier. Mais Emmanuel Macron arrache quelque chose, c'est la présence de Zelensky à Washington qui se solde par un piège, par une embuscade. Derrière, il fait un sommet à Londres. Bon, mais tout ça, on voit que les Européens aujourd'hui ne pèsent rien sur leur propre continent et qu'on est mis au banc sur notre propre continent. L'illustration de à quel point nous ne comptons plus, l'illustration peut-être pas seulement l'humiliation de Zelensky, mais en vérité de toute l'Europe, c'est Kaja Kallas, qui est la commissaire européenne en charge des affaires étrangères, qui se rend spécialement à Washington pour rencontrer son homologue Marco Rubio, responsable des affaires étrangères américains, et on ne lui ouvre pas la porte. On ne lui accorde pas un rendez-vous, on dit que l'agenda est trop pris. Vous imaginez le responsable des affaires étrangères américain qui ne prend même pas la peine de recevoir pendant un quart d'heure, pendant une demi-heure, la supposée chargée des affaires étrangères européennes. Donc c'est dire à quel point nous ne pesons plus rien. Bon, ben voilà. Donc c'est dire le naufrage de notre diplomatie, c'est dire le naufrage de ses dirigeants, c'est dire s'il y a un autre chemin aujourd'hui à emprunter
pour faire de ce naufrage une chance, une opportunité de sortir de la dépendance, de sortir de la vassalité, de retrouver notre indépendance et notre pleine souveraineté.